Tout le monde a regardé K-pop Demon Hunters, mais presque personne n'a remarqué ça. Et une fois que vous le voyez, vous ne pourrez plus l'ignorer. Tout au début, les filles sont assises dans l'avion, en train de manger à une table pleine de nourriture. Rien ne semble bizarre. Espace encombré, rythme rapide, pas de raison de questionner quoi que ce soit. Maintenant, mettez sur pause juste ici. Quand elle se lève, la table est toujours derrière elle. Votre cerveau l'enregistre une fois et la laisse immédiatement aller parce que la scène ne vous dit jamais que cet objet compte. Ensuite, l'angle de caméra change et la table a disparu. Pas poussée de côté, pas bloquée, pas sortie du cadre, juste effacée. Une seconde avant, elle occupait exactement le même espace physique. Il n'y a pas de coupe qui la supprime, pas de mouvement qui l'explique. Votre cerveau s'attend à de la continuité. Le film ne vous en donne aucune. Normalement, votre esprit corrige ça automatiquement. Il suppose que la table existe toujours quelque part à proximité. Vous ne remarquez pas cette supposition se former jusqu'à ce que le film supprime votre échappatoire. Quelques secondes plus tard, quand les nouilles apparaissent, elles sont placées sur une table qui ne devrait plus exister. Même endroit, même cadrage, même espace. Maintenant, la contradiction ne peut pas être réparée. Soit la table a disparu et est revenue sans explication, soit la scène s'est réinitialisée elle-même sans avertissement. Les deux options semblent fausses. Et cet inconfort persiste parce qu'une fois qu'un objet peut disparaître sans conséquence, l'espace lui-même cesse de sembler fiable. Votre attention était guidée ailleurs vers les dialogues, les visages, l'urgence. Donc l'arrière-plan a été autorisé à cesser d'être réel. Et une fois que vous vous forcez à regarder là-bas, la scène ne se stabilise plus jamais complètement. Ce qui laisse une question tranquille suspendue. Avez-vous raté ça parce que c'était bien caché? Ou parce que le film savait exactement quelle attention vous lui accorderiez? Pour la majeure partie du film, on vous amène à croire qu'on ne voit jamais les chambres de Mira ou Zoé, et votre cerveau accepte ça instantanément parce que l'absence semble intentionnelle. Si quelque chose n'est pas montré, vous supposez que c'est caché exprès. Le film ne dit jamais que les chambres n'existent pas. Il ne vous demande juste jamais de les chercher. Maintenant, regardez ce moment à nouveau. Quand Mira lance la fléchette dans le studio, votre attention se verrouille sur le mouvement. Mouvement rapide, centre du cadre. Exactement là où vos yeux sont censés aller. Mais si vous ignorez la fléchette et regardez derrière elle à la place, quelque chose brise discrètement cette supposition. Deux portes directement en face l'une de l'autre. Pas de décoration, pas de décor aléatoire. Une marquée interdit d'entrer en anglais, l'autre marquée interdit d'entrer en coréen. Ce n'est pas de la construction du monde. C'est de la misdirection cognitive. Votre cerveau lit le texte plus vite que la forme. Donc, quand il voit un panneau d'avertissement, il arrête de poser des questions. Il enregistre espace privé et continue. C'est pourquoi les portes n'ont jamais été remarquées. Elles n'étaient pas cachées. Elles étaient déprioritisées. Maintenant, regardez l'ours en peluche. Vous l'avez déjà vu dans la chambre de Rumi. Même forme, même placement, même présence. Ce seul objet relie discrètement deux espaces que votre cerveau n'avait jamais connectés. Ce qui veut dire que les chambres n'étaient jamais absentes. Elles étaient actives, juste hors de votre focus. À partir de maintenant, les portes cessent de sembler du décor. Parce que maintenant, vous comprenez quelque chose que le film ne dit jamais à voix haute. Les vies des personnages continuent même quand la caméra ne les regarde pas. Et une fois que ça fait tilt, chaque détail d'arrière-plan devient suspect. Non pas parce qu'il exige de l'attention, mais parce que le film a déjà prouvé qu'il sait exactement comment l'éviter. Il y a quelque chose d'étrange avec le chapeau de Zoé, et votre cerveau travaille dur pour s'assurer que vous ne le questionnez pas. Parce que ce n'est pas juste une erreur visuelle. Ça brise une règle sur laquelle votre esprit s'appuie pour se sentir orienté. Regardez le premier moment. Son chapeau vole de sa tête. Cause claire. Mouvement clair. Vos yeux le suivent. Quittez le cadre. Maintenant, mettez sur pause. Au moment suivant, ce même chapeau est soudainement dans sa main, tenant du popcorn. Pas d'arc, pas de saisie, pas de transition. Il ne se déplace pas dans sa main. Il y apparaît. Et votre cerveau réagit instantanément, mais discrètement. Il ne signale pas une erreur. Il réécrit le moment. J'ai dû rater quelque chose. Ça s'est probablement passé hors écran. C'est votre cerveau qui se protège. Quand la logique se brise, votre esprit n'accuse pas la scène. Il vous accuse. C'est pourquoi ça passe inaperçu chez presque tout le monde. Maintenant, regardez ce qui se passe plus tard. Scène différente, endroit différent, contexte différent. Le chapeau s'envole à nouveau. Et une seconde plus tard, il est de retour sur sa tête. Pas de plan de récupération, pas d'explication, juste une réinitialisation. C'est là où ça cesse d'être pardonnable. Une fois, c'est une erreur d'animation. Deux fois, c'est un échec structurel, parce que le film a maintenant répété la même impossibilité dans des circonstances complètement différentes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la cohérence. Et la cohérence, c'est comment votre cerveau identifie des schémas.
À ce moment, quelque chose change subtilement. Vous cessez de faire confiance au mouvement. Si un objet peut disparaître et réapparaître sans conséquence, alors l'espace lui-même cesse de sembler fiable. Et quand un film brise discrètement la permanence des objets comme ça, il vous laisse avec une règle inconfortable. Rien en arrière-plan n'est garanti de se comporter logiquement. Pas les accessoires, pas le mouvement, pas la continuité. Et une fois que votre cerveau enregistre ça, vous ne regardez plus ce qui se passe. Vous regardez ce qui ne devrait pas pouvoir se passer du tout. Zoé ne porte presque jamais de tenue sans manches dans tout le film. Ses bras restent couverts. Cette cohérence compte parce que votre cerveau la lit comme un choix de personnage, pas une coïncidence. Sauf pour 2 moments. La scène de l'avion et le fan meeting. Et dans ces 2 scènes, il y a quelque chose que le film ne souligne jamais. Un petit appareil noir sur son bras supérieur. Il n'est pas stylisé. Il n'est pas mis en valeur. Il n'est pas cadré comme important. C'est exactement pourquoi votre cerveau hésite. Parce que quand un film veut que vous remarquiez quelque chose, il vous le dit. Quand il ne le fait pas, votre esprit suppose que c'est sans importance. Mais l'objet ne se comporte pas comme une décoration. Il se trouve au même endroit, apparaît seulement quand son bras est exposé et disparaît au moment où il est couvert à nouveau. Ce n'est pas du bruit visuel, c'est de la retenue. Et une fois que vous enregistrez cet appareil, un autre comportement se recontextualise discrètement lui-même. Zoé mange presque toujours. Pas exagéré, pas joué pour les rires, juste cohérent. Votre cerveau le classe originalement sous personnalité. Mais avec ce nouveau détail, le schéma change parce que maintenant ce n'est plus un comportement aléatoire. C'est de la répétition avec une raison possible. Et la partie la plus troublante n'est pas l'implication elle-même. C'est que le film ne le confirme ni ne le nie jamais. Il laisse juste le détail exister et fait confiance à votre cerveau pour relier les points lui-même, ce qui est bien plus puissant que de le dire à voix haute. Regardez la nourriture. Dans l'avion, Mira continue de siroter du bubble tea, même quand la tension monte. Plus tard à la maison, il y a une autre tasse pleine à côté d'elle. Zoé fait la même chose. Des chips dans l'avion, des chips encore à la maison, des donuts à moitié mangés à proximité, et le kimbap de Rumi dans l'avion, du kimbap encore quand elle rentre. Au premier abord, votre cerveau étiquette ça comme de la personnalité, des habitudes de confort. Mais empilées ensemble, ça devient de la répétition à travers le danger, à travers les endroits, à travers des scènes qui n'en ont pas besoin. Pas une blague, un schéma. Et une fois que le comportement se répète sans explication, la question cesse d'être ce qu'elles aiment et devient pourquoi le film continue de le montrer. Pendant la scène d'écriture de chansons, il y a un mur couvert de photos des Saja Boys. Votre cerveau les scanne rapidement. Visage, pose, souvenirs normaux. Rien ne semble bizarre, ce qui est exactement pourquoi ça fonctionne, jusqu'à ce qu'une photo refuse d'appartenir. Regardez attentivement. Les garçons portent des vêtements coréens traditionnels. Au premier abord, votre cerveau l'accepte parce que les photos semblent archivistiques. Elles impliquent le passé. Mais cette supposition s'effondre au moment où vous vous souvenez de la chronologie. La première fois qu'ils portent jamais ces tenues se passe plus tard dans le film. Et la deuxième fois est encore plus tard que ça, ce qui crée un problème que votre cerveau n'aime pas gérer. Cette photo existe avant le moment où elle a été prise. Pas déplacée, pas mal étiquetée, pas un flashback. Elle est en avance sur le temps. Et quand le cerveau rencontre une contradiction de chronologie, il fait quelque chose d'automatique. Il essaye de la réparer. Il suppose que la scène doit être fausse ou que le souvenir doit être flou ou que le détail ne doit pas compter parce que accepter un objet futur dans un espace présent brise la sécurité narrative. Mais la photo est claire, les tenues sont inconfondables et le film ne la corrige jamais, donc l'inconfort reste non résolu, ce qui change subtilement la façon dont vous lisez le monde du film. Parce que si le temps peut fuir vers l'avant comme ça discrètement sans reconnaissance, alors la chronologie n'est pas une règle. Et une fois que cette idée s'installe, chaque détail d'arrière-plan cesse de sembler verrouillé en place. Non pas parce que le film vous dit de le questionner, mais parce que votre cerveau ne fait plus confiance à quand les choses sont censées exister. Chaque fois que Jinou apparaît comme un démon, ses yeux sont jaunes. Chaque fois qu'il est humain, ils sont marrons. Cette règle ne se brise jamais jusqu'à la confrontation finale. Jinou apparaît en pleine forme démon. Même corps, même menace. Mais pendant une fraction de seconde, ses yeux redeviennent humains. Pas de dialogue, pas d'emphase, pas de correction. Ce détail compte parce que les règles d'identité ne se brisent pas accidentellement.
Ça suggère quelque chose de tranquille et de final. Il n'est pas mort en tant que démon. Il a choisi d'apparaître en tant qu'humain. Et le film ne le confirme jamais parce qu'il n'en a pas besoin. Les yeux ont déjà raconté l'histoire. Quand les filles se produisent sur scène, leurs tenues ne correspondent pas toujours. Couleurs différentes, design différent, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est la seule chose qui correspond. Regardez de plus près. Chacune d'elles porte le même type de bijoux, juste dans des couleurs différentes. Rouge, violet, jaune. Le film ne le souligne jamais, ne l'explique jamais, ne ralentit jamais pour ça. Ce qui veut dire que ce détail n'est pas pour les personnages. Il est pour le spectateur qui fait attention. Parce que même quand tout chez elles semble différent, elles choisissent toujours discrètement la même chose. Et le fait que le film n'explique jamais pourquoi est exactement pourquoi ça fonctionne. Pendant le combat dans le train en mouvement, quelque chose flash à l'écran pendant moins d'une seconde. En arrière-plan parmi les passagers, il y a une silhouette qui semble étrangement familière. Même silhouette, même présence. Elle ressemble étroitement à la troisième Sunlight Sister, un personnage que le film n'explique jamais. Et quelques instants plus tard, les démons emportent tous les passagers, ce qui soulève une question tranquille mais troublante. Si c'était vraiment elle, elle n'a pas disparu. Elle a été prise. Et le film ne revient jamais dessus. Il y a un moment pendant le combat où Rumi brise ses propres règles. Elle saute pour sauver un groupe de femmes âgées en portant une tenue à épaules dénudées. Ça seul est étrange. Rumi est extrêmement prudente dans ce qu'elle porte, choisissant toujours des tenues qui cachent ses marques. Mais voilà le vrai problème. Elle a déjà porté exactement cette tenue avant. Et à ce moment-là, ses marques étaient clairement visibles. Dans cette scène, elles ont disparu. Même tenue, même personnage, règles différentes. Et une fois que vous remarquez ça, il est difficile de croire que c'était juste une coïncidence. À ce stade, soit ce film est bâclé, soit il est plus intelligent qu'il n'y paraît. Commentez « Oups » si vous pensez que c'est une erreur. Commentez « Non » si vous pensez que c'est intentionnel. Et si votre cerveau rejoue déjà des scènes que vous juriez avoir comprises, abonnez-vous parce que le prochain est pire.